Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui aux Imaginales en compagnie de Sébastien Chartrand qui est l'auteur de L'Ensorceleuse de la Pointe-Lévis, La Voyante des Trois-Rivières et Le Sorcier de l'Île d'Orléans aux éditions à lire. Donc bonjour à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette trilogie? Au lendemain d'une beuverie. Non, sérieusement, c'est... J'avais eu une dispute avec un collègue de classe dans un pub à propos du fait qu'il était impossible de faire de la fantasy au Québec. Supposément qu'on n'avait pas une histoire assez longue, assez riche pour le faire. Ça m'avait piqué, ça m'avait dérangé dans mon sentiment, dans mon cœur de Québécois. J'avais la fleur de lys qui grinçait des dents un peu. Puis j'ai griffonné un peu, puis de fil en aiguille, les trucs se sont défilés, se sont profilés. J'ai eu toutes sortes d'idées basées sur le folklore qui se sont créées, qui se sont installées. Puis finalement, les choses se sont mises en place, que j'ai écrit. D'accord, ça c'est l'élément qui a déclenché l'écriture. Tu t'es basé sur des histoires du folklore québécois ou... Oui, tout à fait. Autant l'histoire réelle, on est au 19e siècle, 1849, donc 10 ans après la rébellion des Patriotes, qui est un événement spécialement important dans notre histoire, que dans le folklore, soit les légendes des Premières Nations ou les légendes de nos hommes des bois. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du premier tome? Avec plaisir. Les personnages, il y a quelques mots sur l'intrigue? Alors, le premier tome, c'est Faustin, qui est un bedeau, l'employé d'une église, l'employé d'un curé, dont l'oncle est curé, mais l'oncle est également sorcier. Donc un prêtre qui utilise certains ouvrages saisis par l'Inquisition pour s'adonner à la sorcellerie. Puis lors d'une prémonition, son vicaire et Faustin vont se lancer à la recherche d'une fille qui a été enlevée par un mystérieux étranger. Où là, je reprends une légende québécoise qui est celle de Rose la Tulipe, qui aurait été, dit-on, enlevée par le diable. Bon, on est dans l'historique, ce n'est pas réellement le diable. Et puis, au fil de cette recherche-là, les personnages vont entrer en contact d'abord avec Baptiste Lachapelle, qui est un draveur. Un draveur, c'est quelqu'un qui guidait le bois de flottage sur le fleuve et les rivières. De l'anglais to drive, donc un draveur. Et puis, il va y avoir aussi une guerrière Mi'kmaq, une guerrière autochtone, Shaori, qui a la capacité de se transformer en enfant des cloches. D'accord. Le prêtre est aussi sorcier. Oui. Est-ce que c'est le seul et il est mis au banc de la société, ou il y en a d'autres comme lui qui utilisent la magie? Parce que c'est un petit peu bizarre de se dire qu'on est sorcier et en même temps au service de la religion. Si on se remet dans le contexte socio-historique québécois, au contraire, ça vient très justifié. Donc, c'est pas le seul prêtre, c'est un groupe de prêtres. Au Québec, au 19e siècle, les lettrés étaient soit des hommes de loi ou soit les curés. Le curé avait une telle autorité sur les populations rurales qu'il pouvait se permettre de faire à peu près tout ce qu'il voulait sans s'exposer à quelque forme que ce soit de jugement ou de questionnement. Il était au-dessus des lois. Les shérifs n'avaient aucune forme d'autorité sur le curé, ce qui lui permet de pratiquer la sorcellerie en secret. Reçoit également la dîme, ce qui lui permet aussi de financer ses expériences. C'est donc une position sociale, intellectuelle très très enviée, qui donne une très grande autorité et qui justifie totalement ce choix de carrière pour quelqu'un qui veut étudier la magie. D'accord, d'accord. Et c'est vrai que vous parliez juste avant du fait que vous étiez inspiré des contes, des mythes québécois, peut-être canadiens aussi, je sais pas, un petit peu. Est-ce que vous avez sinon eu des inspirations d'auteurs, d'autres productions, des lectures qui ont bercé vos longues nuits? Oui, c'est ça. Que ce soit dans les auteurs traditionnels, je pense à Honoré Beaugrand, Louis Fréchette, qui sont qui sont les auteurs du 19e siècle qui ont couché par écrit nos légendes, ou d'auteurs plus contemporains. Je pense à Joël Chantier, notamment, qui a eu un système de traitement de la magie scientifique qui m'a beaucoup marqué. Elisabeth Von Arbour aussi, dans Reine de mémoire, le concept de prix à payer, de contre-coup,
C'est le dernier qu'elle a sorti, il me semble. Pardon? C'est le dernier qui est paru, il me semble, celui-ci. Non, ça fait un bout de temps, Reine de mémoire. Ah, mais il y a une nouvelle trilogie qui suit, qui va avant. D'accord, oui, il me semble. Qui est un antépisode. D'accord. Donc la structure, d'ailleurs la magie est liée aussi au clergé dans l'œuvre d'Élisabeth von Hambourg. D'ailleurs, la magie qui a un coup, ça fait penser un peu aux alchimistes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, alchimistes, sorciers et autres sont tous dans mon univers, sont tous issus du même lignage. La magie, dans mon univers, est vraiment une science qui se travaille comme la physique, comme la chimie, comme les mathématiques. C'est quelque chose de basé sur des calculs extrêmement rigoureux, sur des graphiques géométriques très complexes, sur tout le concept de résonance des ondes sonores qui justifie l'usage d'une formule magique, ou des lois de la géométrie non euclidienne qui justifient l'usage d'un pentacle ou tout autre diagramme de sorcellerie. Oui, on est quand même presque quasiment plus proche de la science que on est totalement dans la science. D'un art obscur, enfin un peu irréel. L'art obscur et la vision qu'en ont eu les populations peu éduquées. C'est un peu l'interprétation que font les paysans qui entrevoient parfois à l'occasion un peu de la magie. Ça se transforme en tout le folklore qu'on connaît dans ma région. Sauf qu'en réalité, dans cet univers-là, la magie est vraiment une science et l'application des sciences physiques, mathématiques et chimiques dans quelque chose qui suit les œuvres d'Isaac Newton, par exemple, ou de Dalton. D'accord. Ouais, c'est pointu. On commence à être sur des choses un peu plus tangibles. Ben, j'ai voulu faire une magie la plus crédible possible. Et d'ailleurs, en parlant donc d'écriture, quand vous écrivez, vous aviez déjà prévu de faire 3 tomes, ou en fait vous avez commencé le premier, puis vous êtes dit pourquoi pas une suite ou... Non, j'avais prévu faire 3 tomes. J'ai fait le premier tome a une intrigue qui se termine parce que par manque de confiance en moi, je m'étais dit que si on me donnait seulement ma chance pour un roman, au moins l'intrigue se terminerait. Mais j'avais déjà l'idée des 3 tomes. D'ailleurs, toutes les pistes, les prémices de l'intrigue des 3 tomes se retrouvent dans le premier. D'accord. Et maintenant, sur quoi travaillez-vous? Vous avez déjà repris la plume, des projets à venir? Oui, sur une uchronie française où le régime napoléonien a continué de se maintenir. Et puis, les recherches de Jean-Martin Charcot sur l'hypnose a été érigée en une espèce de police d'État qui utilise l'hypnose afin d'asservir les populations. D'accord, c'est pas courant ça. Bah écoutez, j'espère qu'on pourra bientôt lire tout ceci. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous vous souhaitons un bon salon. Merci.